Chers amis, bonjour. Je vous dis bonjour. C'est une très belle journée ensoleillée. Je pense que c'est l'une des rares journées depuis le printemps, c'est pas encore l'été, où on a une aussi belle température, un très beau soleil à l'extérieur. Et ce que je vais vous proposer cet après-midi, c'est un petit tour guidé à Montréal-Nord. Montréal-Nord, c'est un arrondissement l'un des arrondissements de la ville de Montréal. Euh, Pourquoi Montréal-Nord? Après une semaine de travail, évidemment en télétravail en raison du contexte du coronavirus et de la fermeture des bureaux, j'écoutais chaque jour aussi les points de presse des autorités de la santé publique, des autorités politiques sur l'évolution de la maladie, de la pandémie au Québec, au Canada et partout dans le monde. Et j'ai été mis au courant, comme certainement beaucoup d'entre vous, de ce qui se passe du côté de Montréal-Nord, dont le nombre de cas qui est élevé. C'est une situation qui est inquiétante, autant pour les populations là-bas que pour les différentes autorités, que ce soit au niveau de la santé publique, au niveau de l'arrondissement ou de la politique provinciale. Je me suis demandé, c'est vrai, je ne suis pas dans les services essentiels, mais de quelle façon est-ce que je peux témoigner vraiment ma solidarité, ma sympathie envers cette population-là à laquelle je m'identifie aussi. C'est de là qu'est venue l'idée de faire un petit tour guidé ce samedi après-midi et je profite du beau temps. Je voulais vous inviter à faire ce petit tour avec moi. Mais avant ça, je vais présenter rapidement le quartier Montréal-Nord. Comme son nom l'indique, c'est situé au nord de la ville de Montréal. Le quartier est délimité, l'arrondissement est délimité au sud par Saint-Léonard et Saint-Michel et à l'ouest par Anstig, à l'est par Rivière-de-Prairie et au nord du quartier, c'est la rivière de Prairie, le fleuve même qui donne le nom au quartier rivière de Prairie. Donc c'est ça le quartier que je vais vous inviter à faire une petite visite guidée cet après-midi. Et en ce qui concerne le nombre de cas là-bas, ce qui est inquiétant, c'est que à Montréal, par exemple, pour 100 000 personnes, on est autour de 667 cas pour 100 000 habitants. Mais à Montréal-Nord, ce nombre tourne autour de 1500, entre 1500 et 1600 personnes pour 5000 habitants. Vous voyez que là, c'est déjà une très grosse différence par rapport à la moyenne de la ville de Montréal. Et aussi, Montréal-Nord bat le record pour le nombre de personnes, le nombre de cas infectés, le nombre de personnes confirmées. Donc, c'est la raison pour laquelle ce quartier a attiré mon attention et je vais vous inviter à faire un petit tour, une petite visite. Je ne vais pas aller dans les lieux publics. Vous voyez, je n'ai pas d'équipement de protection, je n'ai pas de masque, je n'ai pas de gants. Je ne vais pas aller dans un lieu public ni dans un commerce ou quoi que ce soit. Juste faire les routes qui sont limitrophes du quartier pour, à distance comme ça, en esprit, témoigner vraiment ma solidarité envers ces gens-là. Et aussi, ce que ça m'a rappelé, c'est un peu les informations qui nous sont parvenues depuis le mois de, je crois, début avril des États-Unis cette fois, et qui nous mentionnait que la communauté afro-américaine était de façon disproportionnée touchée par la pandémie du coronavirus. Et ce, en raison de certaines caractéristiques, je dirais, socio-économiques qui sont propres à ces populations-là. L'information citait entre autres les emplois précaires parmi ces communautés afro-américaines. C'est les personnes qui ne sont pas couvertes, qui n'ont pas de couverture d'assurance maladie, parce que vous savez, depuis l'abolition de Obamacare, ils sont je crois, 50 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance, de couverture d'assurance maladie. Et avec le coronavirus, il y a depuis, je crois, le début avril ou mi-avril, il y a autour de 17 millions d'Américains qui ont perdu leur emploi. Donc, leur situation va être encore de plus en plus précaire. C'est ça, ce qui se passe là-bas, c'est que, évidemment, c'est des situations de pauvreté. C'est des personnes qui vivent très nombreux dans des espaces très réduits, la promiscuité. Les quartiers sont des quartiers très populeux.
Les facteurs culturels aussi n'aident pas parce que les communautés afro-américaines, je pense, et même hispaniques de partout dans le monde, c'est des communautés qui aiment vivre tissées serrées. Ça veut dire ils ont vraiment l'esprit communautaire. Ils aiment vivre ensemble, se soutenir, vivre ensemble, évidemment dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Donc, un temps comme celui-ci, ça ne me surprendrait pas que même si l'un de leurs est peut-être présente des symptômes ou même déclarés malades pour certains cas, qu'ils n'hésitent pas à aller témoigner leur sympathie, à aller rendre visite aux malades. Donc, c'est vraiment l'une des choses qui caractérise cette communauté-là. Mais malheureusement, c'est un des facteurs qui n'est pas en faveur de la protection de la santé dans un contexte comme celui-ci. Donc je disais, voilà les caractéristiques, un emploi précaire, la pauvreté, la promiscuité, les facteurs culturels, le mythe aussi, parce qu'au début de la pandémie, c'était véhiculé presque à travers dans le monde que le coronavirus ne touche pas les Noirs. Je pense que la réalité rattrape beaucoup d'entre eux maintenant et évidemment je lance aussi un appel aux communautés aux communautés africaines, dans les populations africaines, parce que jusqu'à présent, je sais que ce mythe est très très répandu au sein de la population. Sachez que le coronavirus touche tout le monde, toutes les populations, toutes les races. Il n'y a pas de race qui soit naturellement immunisée contre le coronavirus. Du moins, les recherches ne l'ont pas encore prouvé jusqu'à maintenant. Donc, ce que je disais, c'est aux États-Unis, on l'a vu dans les États comme l'Illinois, le Wisconsin, je ne sais pas, je vais vous épargner des autres États, où les Noirs, malgré qu'ils soient en population, en proportion faible dans la population, ont les plus forts taux, ou alors la proportion des Noirs infectés est plus élevée que dans le reste de la population américaine. Donc, quand j'ai eu l'information au courant de la semaine de ce qui se passe à Montréal, j'ai directement fait le lien parce que c'est aussi un arrondissement dont la population est fortement des minorités visibles, une communauté africaine, haïtienne et beaucoup d'autres communautés, beaucoup d'autres groupes qui font partie des minorités visibles avec à peu près les mêmes caractéristiques que je vous décrivais tantôt pour les Afro-Américains. Ça veut dire c'est la précarité au niveau de l'emploi, c'est des personnes qui vivent dans la pauvreté, qui ont des comorbidités, ça veut dire ça peut être des problèmes d'hypertension artérielle, des problèmes de diabète, des maladies respiratoires ou pulmonaires qui sont liés à certains comportements tels que le tabagisme, la drogue, l'alcool. Donc, c'est des populations, en un mot, vulnérables. Et la question que je me pose, oui, c'est aussi en lien avec le transport en commun. Certainement, ils sont plus nombreux que peut-être d'autres tranches de la population à être obligés d'emprunter le transport en commun pour se rendre au travail et faire des plus longs déplacements, occuper les emplois qui ne sont pas toujours très décents. Donc, comme je disais tantôt, sont des populations qui sont vulnérables. Et une question que je me suis posée, ça fait plusieurs semaines, peut-être plus d'un mois que ces informations sont venues des États-Unis. Alors, qu'est-ce que nos autorités ont fait de ça? Est-ce que ils ont pris vraiment la mesure de ces facteurs-là socio-économiques qui sont un peu, qui exposeraient plus d'autres tranches de la population? Est-ce qu'ils ont tenu compte de ces inégalités socio-économiques, parlons comme ça globalement, pour adapter l'approche du contrôle du coronavirus à ces tranches de population? Je sais que ces derniers jours, il y a une activation, vraiment que ce soit au niveau des autorités de la santé publique ou de l'arrondissement ou de la ville de Montréal. C'est louable, c'est salutaire. Mais est-ce qu'on a continué depuis plusieurs semaines à fonctionner à l'aveuglette, à faire du mur à mur, à penser que toutes les mesures peuvent aller pour tout le monde, peu importe où la personne se trouve?
sur l'île de Montréal, peu importe la condition, la situation de la personne. Je pense que, est-ce que les responsables se sont donné les moyens, je veux parler là en termes d'information, de santé, plus les statistiques, peut-être ventilées, ça peut être par, par groupe de population ou alors selon vraiment les données qui leur permettraient de mieux comprendre comment la pandémie évolue au sein des différents, en fonction des différentes catégories. Donc, c'est ça. Est-ce que on a pris la réelle mesure de la situation? Je ne sais pas. Donc, rappelons que pour le Québec aujourd'hui, je pense que c'est autour de 2136 personnes qui sont malheureusement décédées et plus de 29 500 personnes infectées, dont des cas confirmés d'infection de coronavirus. C'est un peu ça la situation au Québec aujourd'hui, et il y a autour de 1738 personnes hospitalisées, dont autour de 200, un peu plus de 200 personnes qui sont aux soins intensifs. Ça veut dire c'est des situations qui sont plus graves que d'autres. Je disais, ouais, donc je vais vous proposer un petit tour guidé de Montréal-Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas Montréal-Nord, ici je me situe tout près du boulevard Henri Bourassa. Donc je vais continuer sur Henri Bourassa direction ouest. Quand je vais arriver à Lacordaire, je vais emprunter Lacordaire sud. Boulevard industriel, je vais aller à droite dans la direction ouest jusqu'au boulevard Saint-Michel. Et sur Saint-Michel, je vais prendre Saint-Michel nord. Je vais aller jusqu'au boulevard Gouin, je crois. Et sur Gouin, je vais aller dans la direction est jusqu'au boulevard L'Angelier. Et sur L'Angelier, je vais prendre L'Angelier sud pour rejoindre Henri Bourassa. Donc ce trajet-là va nous permettre de faire le tour de Montréal-Nord. Comme j'ai dit tantôt, je ne quitterai pas la voiture. Je n'ai pas d'équipement de protection. Je n'irai pas dans un lieu public, commerce ou peu importe. C'est juste vraiment un petit tour pour témoigner ma sympathie, ma solidarité vis-à-vis de cette population de Montréal-Nord. Et au passage, commenter quelques affaires que je vais voir sur le chemin. Peut-être qu'on peut voir des équipes qui s'activent sur le terrain, soit pour la distribution des masques ou d'autres équipements de protection à Montréal-Nord. Donc je vais essayer du mieux que je peux de commenter ce que je vais voir sur mon chemin. Donc c'est ça, je vous souhaite une petite visite guidée à Montréal-Nord. À tout à l'heure. Donc, je disais, nous allons sur le boulevard Henri Bourassa Ouest. Là, je suis à l'intersection de Roland. La lumière rouge, bien évidemment. Donc, j'aurais souhaité aller un peu plus vite, mais j'ai même un véhicule de police derrière moi. Donc je peux pas m'amuser. Ouais, je passe ici près d'un centre d'achat de Montréal-Nord. Je crois le boulevard Lacordaire n'est pas loin. Ouais, il faut que je me mette à gauche. Ah non, je pense que je me trompe. Ok, je vais garder tout droit. Ouais, donc vous pouvez voir, c'est un centre d'achat à
Je suis sur le boulevard Lacordaire Sud. Je vais descendre jusqu'au le boulevard industriel et j'irai dans la direction ouest. Donc à ma droite, nous sommes à Montréal-Nord. À ma gauche, c'est, comme je vous montrais tantôt, un centre d'achat de quartier à Montréal-Nord. Vous savez, les rues peuvent ne pas être sur les limites exactes de l'arrondissement parce que c'est les délimitations des arrondissements sont les résultats des découpages administratifs. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les rues soient sur les limites exactes. Ouais, je suis sur le boulevard industriel, direction ouest. Je vois à ma droite un garage qui est ouvert, vous pouvez peut-être percevoir. Pour un samedi après-midi, je dirais que c'est vraiment tranquille ici au boulevard industriel parce que c'est un coin qui est réputé pour ses garages automobiles. Donc ici, on a toutes sortes de spécialités en mécanique automobile. Je me souviens, je viens ici pour acheter les batteries de voitures, pour acheter mes pneus et les faire remplacer. On trouve un peu de tout à Montréal-Nord. Donc c'est l'une des particularités aussi de ce quartier-là. Et ça peut aussi expliquer, vous savez, avec une population, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec des caractéristiques socio-économiques que je vous ai présentées, les emplois sont précaires et tout. Donc c'est possible qu'il y ait de la débrouillardise dans le coin. Et partout où il y a de la débrouillardise, c'est toujours possible de faire de très bonnes affaires, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, vous pouvez quand même voir de très belles maisons. Mais là, c'est, je crois, la limite, c'est Saint-Léonard à la gauche. Je rappelle que je suis sur le boulevard industriel, direction ouest. Et c'est ça, à la limite de Montréal-Nord, je disais qu'il y a aussi Saint-Léonard au sud, sud-est, et puis plus à l'ouest, toujours au sud, c'est le quartier Saint-Michel. La lumière rouge devant moi, je suis au croisement boulevard de l'Industriel et la rue de l'Archevêque. Je vais attendre. Le feu est vert. Donc je vais poursuivre. Heureusement, la route est vraiment ouverte. C'est un samedi après-midi, je disais tantôt, c'est dégagé. Vous savez, le confinement se poursuit. Les autorités politiques, sur les recommandations de la santé publique, ont commencé à déployer leur scénario de confinement, mais je crois avec beaucoup de prudence, parce que comme je disais, dans les dernières 24 heures, c'est autour de 115 personnes décédées, ou 114 personnes décédées
euh, au Québec. Donc, ça reste encore très important. Je disais tout à l'heure à toutes les familles qui ont perdu un proche, un père, une mère, un frère, une soeur, un ami, vraiment toutes nos sympathies, toutes nos sincères condoléances. Aux autres, je continue de dire respectons les mesures de distanciation sociale qui sont recommandées. Appliquons les règles d'hygiène qui sont aussi recommandées. Ça veut dire le lavage des mains régulier à l'eau et au savon pendant 20 secondes. L'utilisation des désinfectants à base d'alcool. Donc, respectons les mesures de distanciation sociale. Prenons soin de nos vies et de celles des autres. C'est ensemble qu'on viendra à bout de la pandémie. Je pense que nous avons de bons leaders qui sont en contrôle, qui sont à la gestion de la situation. Nous leur faisons confiance et nous croyons que ça va bien aller. Oui, je viens de traverser le boulevard P9. Donc, je suis dans le dernier tronçon pour aller chercher le boulevard Saint-Michel. Quand je vais arriver sur Saint-Michel, j'irai dans la direction nord, comme je vous ai annoncé tantôt. Donc, vous pouvez voir à ma gauche le chemin de fer. Donc, je suis toujours sur le boulevard industriel. À ma droite, c'est le quartier Montréal-Nord. Donc, je disais tantôt, tout à l'heure, c'est une visite guidée pour témoigner ma sympathie, ma solidarité avec la population de Montréal-Nord qui présente plus de 1500 cas de personnes infectées pour 100 000 habitants, alors que Montréal se trouve globalement autour de 676 cas confirmés pour 100 000 habitants. Donc, vous voyez que la situation est vraiment inquiétante à Montréal-Nord. J'allais oublier, je suis sur le boulevard Saint-Michel. Donc, je vais tourner à droite pour prendre la direction nord. Donc, c'est ça. Montréal-Nord, c'est aussi un nombre de cas élevé par rapport à Montréal, par rapport aux autres arrondissements de la ville de Montréal. Et ça m'a permis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de faire le lien avec ce qui s'est passé du côté des États-Unis. C'est à peu près les mêmes caractéristiques socio-économiques, les mêmes facteurs qui peuvent expliquer cette évolution de la pandémie au sein de la population de Montréal-Nord. Je disais tantôt, il y a une forte communauté haïtienne, une forte communauté africaine et beaucoup d'autres communautés que je ne vais pas citer ici cet après-midi, même si au Québec, ils bénéficient de la couverture d'assurance maladie ou d'assurance médicaments. Reste que certains facteurs font que ces populations-là vivent dans la précarité. Certains facteurs font que ces populations soient parmi les plus vulnérables
Et ça peut en ce moment-là expliquer les taux anormalement élevés des personnes infectées dans la population. Donc, c'est ça, je suis en plein cœur de Montréal-Nord. Vous pouvez voir... je passe devant Euromarché de Saint-Michel et Fleury. Oui, c'est des populations en raison de leur vulnérabilité, de leur exclusion parfois de certaines catégories d'emplois qui exigent peut-être des niveaux de scolarité plus élevés. En raison de ces exclusions-là, ces populations se contentent des emplois dans des domaines, je dirais, précaires. Le contexte du coronavirus va entraîner beaucoup de pertes d'emplois. Je pense que ça va se chiffrer à des centaines de milliers de pertes d'emplois au Québec. Je vous disais tantôt, aux États-Unis, ça a été, je pense à ce jour, ils doivent être rendus à près de 20 millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Chaque fois, je fais le lien avec les États-Unis pour vous permettre de comprendre que c'est des populations, même si au Québec, il y a une couverture d'assurance, maladie, médicaments, reste que ces populations vivent toujours des situations d'inégalité, des situations d'exclusion. Et c'est ça qui peut expliquer, à côté évidemment des facteurs culturels, ça peut expliquer tous les résultats qu'on constate en termes de propagation du coronavirus dans cette population. Donc, c'est une forte communauté haïtienne, et certaines personnes se sont même amusées à appeler Montréal Noir au lieu de Montréal Nord. C'est l'un des quartiers, lorsqu'on arrive à Montréal comme immigrant, la première chose qu'on se fait dire, c'est que le quartier n'est pas recommandable. Parce qu'en tout temps, semble-t-il, ça fait partie des quartiers chauds de Montréal, avec des problématiques telles que les gangs de rue, la violence de rue, ouais, pour ne citer que ces problématiques-là. Donc, quand vous arrivez à Montréal et que vous vous renseignez où est-ce que vous pouvez louer votre appartement et tout, ce qui va ressortir rapidement, c'est que Montréal-Nord fait partie des quartiers très peu recommandables en raison de ces facteurs-là. Donc c'est ça, j'approche là le boulevard Gouin. Et oui, après l'immeuble que vous voyez là, je pense que je suis presque à la limite nord de Montréal-Nord, le boulevard Gouin. Je vais aller à droite pour rejoindre le boulevard Langelier. Je pense que je vois en face, ça doit être des résidences pour personnes âgées. Et une chose qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au Québec, la grande majorité des personnes qui décèdent du coronavirus, c'est des personnes âgées de 70 ans et plus. Donc c'est une des particularités de cette maladie-là.
Malheureusement, c'est de la population, c'est des gens beaucoup plus de cette tranche d'âge qui meurent du coronavirus. Et quand je vois en face de moi des résidences pour personnes âgées ou des résidences pour personnes en perte d'autonomie ou des personnes semi-autonomes, ça me fait penser évidemment à ces aînés. Rappelons-le, c'est des personnes qui ont bâti le Québec dans lequel nous vivons. Ils sont aujourd'hui âgés de 70 ans et plus et très gravement frappés par la pandémie du coronavirus. Vraiment une pensée pour leur famille, pour ceux qui sont infectés, qui seraient malades en ce moment. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que excusez-moi, je me suis arrêté à un arrêt pensant être à un feu de circulation. Ça m'arrive souvent. Donc vous pouvez voir à ma gauche, je pense tout ce qui est là, c'est les résidences pour personnes âgées. Vous voyez le fleuve Rivière des Prairies là derrière. Donc je suis vraiment à la limite nord de Montréal Nord. Tout ce que vous voyez à gauche comme building, c'est des résidences pour personnes, des personnes retraitées, personnes âgées, personnes en perte d'autonomie, semi-autonomes, bref, voilà différentes appellations. Et ouais, je pense que ici ça semble être c'est une résidence, ouais, c'est une autre résidence pour personnes, c'est public résidence les Cascades, donc je peux me permettre de lire le nom, c'est affiché. Là, je crois que c'est une école hôpital Marie-Clarac. Ouais, en face aussi un gros building qui semble être toujours une résidence pour personnes âgées. Donc je suis vraiment là en plein cœur de Montréal Nord. Je vois école secondaire Marie-Clarac. Je suis sur le boulevard Gouin, je le rappelle, j'évolue en direction est pour aller chercher le boulevard L'Angelier et rejoindre le boulevard Henri Bourassa. Donc je le rappelle, la petite visite guidée cet après-midi, c'est en sympathie, en solidarité avec la communauté nord-montréalaise qui, selon les dernières informations, semble être le lieu sur la ville de Montréal qui est le plus touché par la pandémie du coronavirus. Je disais tantôt, plus de 1500 personnes infectées par 100 000 habitants, comparé à moins de 700 personnes infectées par 100 000 habitants pour l'ensemble de Montréal. C'est des caractéristiques socio-économiques qui sont défavorables. C'est aussi parfois des facteurs de comorbidité qui sont liés à certaines vulnérabilités au niveau de la santé. C'est des populations qui sont parfois dans des situations de pauvreté, de précarité. Donc voilà ce qui peut expliquer ces résultats-là. J'ai décidé de faire cette petite visite guidée en votre compagnie, déjà pour permettre à ceux qui ne connaissent pas Montréal-Nord de se faire une idée. Je rappelle, au sud, Montréal-Nord est délimité par le boulevard industriel. À l'ouest, c'est par le boulevard Saint-Michel. Au nord, par le fleuve Rivière des Prairies. À l'est, par c'est quel boulevard? Non, c'est pas le boulevard L'Angelier, mais c'est un peu plus à l'est du boulevard L'Angelier. Donc, lorsque quelqu'un fait ces trajets-là,
il a fait le tour de Montréal-Nord. C'est un quartier avec une forte densité de population. Et c'est ça, la promiscuité, la pauvreté, les inégalités, les vulnérabilités sociales font en sorte que ces populations soient parfois obligées de vivre très nombreux dans des espaces très réduits. Et il faut aussi mentionner qu'à un moment donné, les mythes n'ont pas aidé. De croire par exemple que les personnes noires ne sont pas concernées par le coronavirus, ne peuvent pas être infectées par le coronavirus. Je pense qu'actuellement la réalité est très très différente et peut-être le temps de de s'en rendre compte, ça fait suffisamment de dégâts. Il y a aussi cette croyance-là cette façon de faire, de dire on ne croit pas à quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc tant qu'on n'a pas vu des personnes malades autour de soi, dans sa propre famille, on pense toujours que le coronavirus c'est pour les autres. Mais il y a ce facteur-là qui a aussi joué pour beaucoup. Parce que quand vous ne croyez pas que le coronavirus existe, évidemment, vous n'allez pas prendre des précautions pour vous protéger. Vous n'allez pas prendre des dispositions pour protéger votre santé, protéger la santé des autres. Je peux apercevoir peut-être des jeunes marcher, des personnes dans un parc. C'est ça, je disais, lorsque vous êtes dans le déni, vous ne pouvez pas prendre des dispositions autant pour vous-même que pour des personnes autour de vous, de votre famille. Et en ce moment, ça peut accélérer la propagation du virus. Donc le fait de dire je ne crois pas tant que je n'ai pas vu, ce n'est pas aidant. Et ça, c'est revenu. Et j'en profite, comme je disais tout à l'heure, pour renouveler mon appel aux populations aux populations africaines dans les pays africains, parce que ce qui me parvient, c'est que jusqu'à présent, ils sont très nombreux ceux-là qui pensent que le coronavirus n'affecte pas les Noirs. Les recherches ne l'ont pas prouvé. Je ne veux pas dire que c'est faux, mais tout ce que je peux vous dire, que les recherches ne l'ont pas encore prouvé. Donc en attendant, respectez les mesures de distanciation sociale, restez minimalement à 2 mètres les uns des autres, restez chez vous, même si les bars sont ouverts, comme c'est le cas au Cameroun par exemple, faites preuve de prudence. Les priorités économiques ne vont pas prendre le dessus sur votre santé. C'est chacun qui doit protéger sa santé, même si les autorités politiques font preuve d'irresponsabilité ou d'insouciance ou d'ignorance ou de manque de professionnalisme. Alors individuellement, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et protéger les autres. Donc je disais, il y a aussi un autre facteur qui est très important, le fait de vouloir toujours vivre en communauté. C'est bien, mais dans un cas comme celui-ci, ça n'a pas été bien parce que on aime vivre